Voilà. Donc, bonjour à tous et re-bienvenue à tout le monde. Très content de vous retrouver aujourd'hui avec un format un petit peu spécial. On innove, on tente des choses. Aujourd'hui, on a un format interview et on reçoit Bruno Soulez, donc, qui est le host du blog post, du podcast, c'est bien, je commence bien, If This and Dev ou IFTDD. Donc, on va avoir un format qui va être très très libre. N'hésitez pas à laisser vos questions dans le chat. Si vous avez des questions à poser, je peux les poser pour vous. Si vous voulez vous démute, faites-le moi savoir, je peux vous démute sans aucun problème. Euh, on aura potentiellement Bruno qui nous montrera des choses, on verra bien comment on avance. C'est vraiment chill, pas de pression, il n'y a pas réellement d'objectif. Juste au niveau de vers la fin. Vers la fin de la session, comme d'habitude, on partagera un open feedback si vous pouviez laisser un petit peu ce que vous avez pensé de ça. Notamment pour nous, c'est intéressant de savoir si ce format-là vous intéresse et si vous souhaitez qu'on le reproduise avec d'autres personnes, ou encore une fois avec Bruno, si jamais vous avez bien aimé. Et on aura donc un tirage au sort pour gagner une licence d'un an pour tous les produits JetBrains. Restez jusqu'à la fin et bonne chance. Donc voilà, donc j'accueille Bruno. Donc bonjour Bruno. Bonjour, bonjour Comment Guillaume, ça bonjour à va? tous. Ben écoute, ça va très bien. C'est toujours très heureux d'être invité quelque part. Ça me change de l'exercice auquel j'ai l'habitude, parce que normalement c'est moi qui reçois les gens. Donc ravi d'être Exact. là. Exact. C'est vrai que normalement les chaises sont retournées. Alors c'est un plaisir de t'avoir. Bon, c'est pas comme si on te payait l'apéro, hein, mais mais non, on est très content que tu sois là. Euh, Pour le chat, je vais déjà mettre dans le chat, je partage déjà le podcast de Bruno. Petite question pour les gens qui sont déjà dans la room. Faites-nous savoir si vous avez déjà entendu parler de ce podcast-là. Est-ce que vous faites déjà partie de l'audience de Bruno? Et voilà, n'hésitez pas avec les questions. Donc Bruno, est-ce que tu peux déjà te présenter un petit peu, nous expliquer ce que tu fais, ton parcours et un petit peu ton actualité et voilà. Ok, donc déjà question assez vaste. Je vais essayer de pas être trop long. En ce qui me concerne, donc je m'appelle effectivement Bruno. Moi, j'ai eu la chance d'avoir un ordinateur extrêmement tôt entre les mains. Ma mère raconte toujours avec fierté que j'ai su utiliser l'ordinateur avant de savoir lire. Et du coup, j'ai assez vite commencé à coder parce que j'ai commencé à coder quand j'avais 12 ans. Ce qui veut dire que ça fait 30 ans à peu près que je fais alors pas ce métier parce qu'à 12 ans forcément c'était pas un métier en tant que tel, mais ça fait 12 ans que je code, ça fait 30 ans que je code, pardon. J'ai bossé sur beaucoup de technos différentes, et ce qui est un petit peu particulier dans mon parcours, c'est que j'ai occupé beaucoup de métiers, puisque du coup j'ai naturellement fait une école d'ingénieur pour devenir développeur. Et en fait, sorti d'école, j'ai pas été développeur. J'ai commencé direct en étant ingénieur d'affaires dans une ESN, dans une société de services, donc un rôle beaucoup plus commercial. Suite à ça, j'ai été responsable RH. Suite à ça, j'ai créé ma première boîte que j'ai revendue au bout de 18 mois, où j'étais tout seul. Ensuite, j'ai créé une deuxième boîte en tant que CTO avec deux associés, boîte qu'on a plantée au bout de 18 mois. Après, j'ai rejoint une entreprise que j'ai finalement rachetée avec des associés en tant que CTO aussi, où j'y suis resté pendant 7 ans. Et après, je suis passé COO, donc directeur des opérations, dans une agence web à Paris. Et aujourd'hui, je suis à mon compte depuis quelques mois sur des sujets d'organisation d'entreprise, de process et de change management. Et je rejoins un peu les bancs de l'école, puisqu'à partir dans 2 semaines, je vais commencer un MBA à Polytechnique Paris, un executive MBA, qui va durer un an, qui va me prendre une semaine par mois pendant un an, que j'ai hâte d'attaquer. Donc ça, c'est pour ce que mon parcours, qui je suis. Ben, moi, je suis papa de deux filles et on peut dire gardien ou beau-père de deux autres filles. Donc ça fait beaucoup de filles à la maison. J'ai du coup plus de 40 ans maintenant, 43 bientôt. Euh, et je suis du coup passionné de dev, ça depuis très longtemps. Et du coup, j'ai créé ce podcast effectivement il y a presque 5 ans maintenant. À l'époque, j'étais CTO d'Auction. Et c'est un truc qui m'anime et qui me fait kiffer.
semaine après semaine, de faire ça et de découvrir plein de sujets, plein de technos. Alors, je rebondis un petit peu sur ce que tu expliquais au niveau de ton parcours, parce que je vois que tu as eu un parcours, du coup, de part de l'école et tes premières expériences très techniques avec plusieurs rôles de CTO, et notamment un jump vers un rôle de CEO, et pas mal de choses qui sont liées à l'entrepreneuriat, avec plusieurs sociétés, etc. Est-ce que, de ton côté, tu vois vraiment ça comme un shift vers du technique, vers quelque chose de plus high level, ou est-ce que pour toi, le technique reste indissociable par rapport à tes dernières missions et celles vers lesquelles tu vas? Voilà, parce que maintenant, comme tu disais, tu pars sur du change management, de l'accompagnement, etc. Euh, c'est quoi ta vision par rapport à cette évolution? Alors c'est intéressant comme question. Alors déjà, dans un premier temps, la technique ne m'a jamais réellement quitté. C'est un truc que j'ai toujours avec moi. Là, tu vois, sur les missions d'organisation que je peux avoir, en fait, mon sweet spot aujourd'hui, on va dire, c'est les scale-up. C'est les boîtes qui se sont créées il n'y a pas très longtemps, qui sont montées à plusieurs dizaines de personnes et qui commencent à approcher la centaine, et qui ont besoin de s'organiser, de se structurer, tu vois, pour passer sur des volumes un peu plus importants, pouvoir recruter et absorber tout ça. Et en fait, bah, tous ces process, ça passe quand même aussi beaucoup par beaucoup d'automatisation, beaucoup d'outils, tu vois, pour essayer de fluidifier le travail. Donc, tu vois, la tech est toujours un petit peu là sur comment est-ce qu'on peut mettre la tech au service des organisations. Euh, de manière plus globale, j'essaie de retrouver un peu ta question. Euh, ouais, non, la tech m'a jamais réellement quitté. Pour moi, ça, c'est pas forcément un shift. C'est vrai qu'à mesure que j'ai avancé, parce que du coup, ça fait quand même, ça fait presque 20 ans que je travaille, à mesure que j'ai avancé, bah forcément, tu te retrouves à gérer des équipes de plus en plus importantes, avec des budgets de plus en plus importants. Donc, tu prends forcément un petit peu de hauteur. Moi, ça fait quand même plusieurs années que j'ai pas produit du code qui a été poussé en prod derrière, parce qu'il y a un moment, c'est un peu moins ta prérogative et t'as plus forcément le temps de le maintenir, donc ça n'a pas forcément d'intérêt. Donc, c'est pas forcément un shift, ce passage de CEO, c'était juste une continuité au final assez logique. Et après, j'ai aussi un défaut, c'est que quand on me propose un job que j'ai jamais fait, j'ai tendance à accepter. Donc, quand on m'a proposé le poste de directeur des opérations, vu que j'avais jamais fait, je me suis dit, bah, banco, on y va. Et c'est comme ça que je suis arrivé chez Cosa Vostra. Donc, je suppose que tu es quelqu'un qui gère très bien le syndrome de l'imposteur, alors. Bah, ouais, oui et non. Ça dépend des fois. Alors après, petite anecdote, mais j'ai vu il n'y a pas très longtemps que le syndrome de l'imposteur n'existe pas réellement. C'est plus une manière de maintenir sous un certain contrôle une partie de la population, on va dire. Alors en général, c'est plutôt les femmes, parce que c'est plutôt les femmes qui sont victimes, entre guillemets, de ça. C'est un moyen de garder ces gens-là dans un rôle d'incompétence et du coup de subalterne. Bon, après, ça vaut ce que ça vaut, hein, chacun en fait ce qu'il veut, mais je pose ça là. Non, non, mais c'est intéressant. Euh, Faire un petit peu le lien par rapport à certaines choses que tu disais et aussi au niveau du podcast, je ressens que tu as toujours une envie de partager des choses. C'est évident avec le podcast, on en reviendra tout à l'heure, mais tout à l'heure tu parlais d'accompagnement aussi, et on est aussi un petit peu dans le même mindset de dire bah, j'ai appris des choses, je veux vous aider à faire mieux, je connais des choses, je veux la partager avec vous. D'où ça vient ton envie un petit peu de partager ça, de vouloir un petit peu aider les autres à être un peu meilleurs ou à s'améliorer? Euh, alors, c'est pas forcément un truc que j'ai identifié avant de créer le podcast, c'est plutôt venu après, après notamment cette prise en charge du rôle de directeur des opérations. Il y a un moment, en fait, j'ai compris dans ma vie, quand j'ai commencé étant jeune, j'étais persuadé que j'étais capable de tout faire et que j'étais destiné à de grandes choses et que j'allais inventer des trucs géniaux. Quand j'ai créé ma première boîte, tu vois, j'étais persuadé que j'allais révolutionner un marché et je me voyais déjà animer des conférences à la Steve Jobs. Et puis, l'âge avançant, il y a un moment, j'ai compris que je ne serais pas celui qui allait inventer un nouveau type de device, un nouveau type d'algorithme ou un nouveau moyen d'aller sur la Lune. Mais qu'en revanche, je pouvais être celui qui aidait les personnes qui seraient capables de le faire à le faire. Donner les moyens à des gens en fait de réussir,
de se réaliser, de concrétiser des projets. Et que c'est là, en fait, où moi, je peux apporter de la valeur avec mon expérience, avec ce que j'aime faire. En fait, ce que j'aime faire, c'est résoudre des problèmes. Alors, c'est souvent le cas de beaucoup de développeurs. Ce qu'on aime, c'est résoudre des problèmes. Et puis, en fait, quand j'ai compris que c'était ça que j'aimais, bah, il y a un moment, tu te dis, bah, pourquoi je m'arrêterais en fait à que des problèmes techniques? En fait, j'ai une formation d'ingénieur, j'ai vu pas mal d'expériences, pas mal de boîtes différentes, pas mal d'environnements différents. Je peux peut-être réussir à résoudre des problèmes très différents. Donc, c'est un peu ça qui m'a amené petit à petit à là où je suis aujourd'hui. Ouais, ça fait du sens. Ça fait du sens. Je sais que moi, j'ai surtout remarqué qu'on peut avoir un impact différent et notamment à une échelle supérieure en faisant de l'accompagnement plutôt qu'en délivrant directement parce qu'on là, on a un output qui est limité alors qu'on peut taper un peu plus fort, un peu plus haut. Et du coup, bah, bon, pour maintenant aller un peu plus directement sur le podcast, comment ça t'est venu l'idée de démarrer ça? Parce on peut avoir envie de partager des choses et nos connaissances via d'autres formats. Hein. Ça peut être un blog, hein, ça peut être faire des sessions, des talks, des accompagnements, des workshops, ce genre de choses. Pourquoi est-ce que tu as choisi le format podcast? Pourquoi est-ce que celui-là te convenait visiblement mieux qu'un autre? Alors, ce qui est marrant, c'est que la vraie histoire, alors, il y a l'histoire que je raconte et il y a la vraie histoire. L'histoire que je raconte, c'est celle que je raconte aux gens que je reçois sur le podcast, à tous mes invités. Ce que je leur explique, c'est que j'ai toujours considéré que ce qui fait un ou une bonne développeuse, c'est une volonté de s'intéresser à autre chose que sa stack quotidienne, vouloir avoir une vision un petit peu globale du monde de la tech. Et que bah, je trouve que on a beaucoup de contenus sur Internet qui sont des contenus très généralistes et vraiment destinés à monsieur et madame tout le monde. Donc il faut beaucoup de vulgarisation. Et je trouve que pour nous, en tant que dev, bah, parfois c'est frustrant de ne pas assez aller dans le vif du sujet. Et de l'autre côté du scope, tu as des tutos et des formations qui sont certes très riches, mais qui nécessitent d'être plusieurs heures, voire plusieurs jours face à un ordinateur. Donc ça, c'est un truc que je répète souvent. Et que bah, comme les conversations entre devs sont des conversations intéressantes, bah, je trouvais que le podcast était un moyen de reproduire ce format de conversation, de considérer qu'on est entre nous. Donc c'est vraiment c'est un dev qui parle à un ou une dev. En tout cas, c'est une conversation entre devs pour des devs par des devs. Donc on s'emmerde pas à expliquer ce qu'est une stack, ce qu'est un paradigme objet fonctionnel ou ce genre de choses. Euh, et en même temps, on n'est pas non plus là pour expliquer aux gens comment faire un Hello World sur telle ou telle techno. Donc ça, c'est la version que je raconte aux invités. La vérité, la vraie version, en fait, c'est que moi, je suis quelqu'un de très timide et je ne sais pas aller vers les gens pour leur demander quelque chose. Et je me suis retrouvé dans une situation quand j'étais CTO où j'avais quand même besoin de progresser sur des sujets techniques parce que il y avait des nouveaux projets qui arrivaient, il y avait des nouvelles technos, il y avait des questions qui se posaient sur des questions d'infra, de techno à utiliser ou pas. Et bah, j'osais pas aller voir des experts en demandant, bah, voilà, qu'est-ce que t'en penses, qu'est-ce qu'on fait, compagnie. J'étais persuadé que les gens allaient forcément me faire payer leur temps, ce qui me paraissait logique. Quand tu es expert sur un sujet, tu vas pas te donner des conseils gratuitement à n'importe quel web. Et je me suis dit, bah, ce que je peux faire, c'est que je vais créer un podcast. Comme ça me donne un prétexte, en fait, pour recevoir des gens, des experts d'un sujet technique, et qui vont m'apprendre des trucs. Et donc, dans un premier temps, l'idée, c'était vraiment pour moi d'apprendre des trucs. Et si tu prends, je pense, les 100 ou 150 premiers épisodes du podcast, c'est vraiment des sujets techniques, des questions que je me posais moi sur des projets que j'avais soit à faire au sein de ma boîte d'auction à l'époque, soit des projets perso que je voulais monter. Et j'avais besoin d'apprendre des choses, j'avais besoin de savoir comment ça fonctionnait, j'avais besoin de savoir si c'était une bonne idée ou pas. Et ben, donc ça me permettait d'approcher un expert technique ou une expert technique sur tel ou tel sujet et d'apprendre des trucs. Alors ça a permis à plein de gens d'apprendre des trucs aussi avec moi. Mais tu peux voir, hein, vraiment, tu prends les 100, 150 premiers épisodes. Je pense que je pose des questions un peu plus naïves que celles que je pose aujourd'hui, parce que du coup, moi, j'ai appris plein de trucs, en fait, grâce à tous les gens que j'ai reçus. Et je pense que ça se perçoit, en fait, dans les premiers épisodes, on voit que je pose des questions un peu plus bêtes qu'avant, quoi. Enfin, que maintenant, plutôt. Ah, c'est bien vu, mais c'est bien parce on aurait eu une version un petit peu de behind the scenes Mhm. comparée à celle que tu donnes actuellement. Non, c'est cool. Tu parlais là, des 150 premiers épisodes. Pour ceux qui sont pas très familiers avec ton podcast, tu peux donner un petit peu un peu l'historique, combien tu as eu de podcasts, combien tu as eu si tu as des métriques, notamment sur le nombre de personnes que tu Ok. eu ou ce genre de choses, pour on mesure un petit peu l'ampleur de la chose. Alors, demain, du coup, ce sera l'épisode 260.
4, je crois, qui sort. Euh, j'ai pas une vision très claire parce qu'en fait, on en parlera peut-être un peu plus tout à l'heure, mais moi j'ai automatisé toute la production. Donc en fait, je ne suis pas vraiment qu'est-ce qui est publié et quand. Je sais que là, à date, j'ai enregistré pas loin de 270 épisodes. Donc c'est à peu près 275 personnes reçues. Parce que j'ai deux, trois personnes qui sont revenues et j'ai fait quelques épisodes avec plusieurs invités. Alors assez peu, mais ça arrive. Donc ouais, je dois être à 275, 280 personnes de reçues sur le podcast. Sur un tas de sujets, euh, on a couvert énormément de langages, quelques frameworks, des questions d'infra, des questions de sécurité, des questions de réseau, des questions aussi d'orga, de management. Tu vois, on a parlé de craft de manière un peu globale. On a parlé d'organisation d'équipe. On a parlé de plein de choses, quoi. Donc c'est un vrai kiff et ça me fait réaliser en fait à quel point on fait un métier qui est formidable, ça c'est indéniable, mais qui est surtout d'une richesse et aussi d'une complexité qui est quand même assez indéniable, quoi. Ouais, enfin, quand tu mets ça en perspective, ça fait quand même un gros truc, hein. Quand toi, tu vois Mm. ça, maintenant que tu regardes en arrière, est-ce que tu avais déjà imaginé en arriver à autant d'invités, autant d'épisodes? Est-ce que tu es dedans un petit peu toujours avec le mindset de je regarde pas plus loin que ça et je continue d'avancer comme c'est certainement au début? Ou est-ce que maintenant tu te dis, ah mince, faut quand même, enfin, je représente quelque chose peut-être, que je suis reconnu par les gens, il y a peut-être plus d'attentes vis-à-vis du podcast. Comment est-ce que tu gères un peu, ou est-ce que tu es vraiment chill par rapport à tout ça? Alors non, je reste quand même assez chill. Alors tu me demandais des stats aussi, donc au-delà des 260 épisodes, aujourd'hui le podcast c'est environ 30 000 écoutes par mois, ce qui est plutôt un très bon score pour le monde du podcast, qui est pas non plus exceptionnel. J'aimerais bien évidemment en faire plus, mais ça c'est des travaux qui sont en cours. Non, ce qui est un peu particulier, c'est que, alors forcément, la motivation, elle est cyclique, hein. Je pense que c'est normal, c'est très humain. Mais ce que je remarque, c'est que quand j'enchaîne trop d'épisodes, on va dire orientés organisation, management, tu vois, un peu trop vu de haut, je vois qu'il y a un petit creux dans les audiences. Et même moi, il y a un petit creux dans la motivation. Et quand je reçois quelqu'un où je vais avoir une vraie conversation technique, il n'y a pas très longtemps, là, tu vois, décembre, janvier, j'ai fait beaucoup d'épisodes où on parlait organisation, on a parlé de gestion de la connaissance, tu vois, des trucs qui sont vraiment très méta, qui rentraient pas assez dans la technique. Même moi, tu vois, je commençais un peu à m'essouffler. Et j'ai reçu un invité qui est venu nous raconter une migration dans un environnement Kubernetes. Ben, on a parlé tech pendant un peu plus d'une heure. Et c'était bien tech et ça m'a fait grave plaisir en fait. Tu vois, il y a une espèce de. C'est vraiment un truc que je kiffe, hein. Je peux comprendre qu'il y en a que ça n'intéresse pas. Moi, c'est vraiment un truc que je kiffe, la technique. Et tu vois, ça m'a relancé. Et du coup, je suis allé chercher d'autres sujets techniques. Et là, il y a d'autres sujets techniques qui se préparent. Euh, voilà, ça, je sens que c'est aussi ce que mon audience attend, c'est de revenir à des sujets techniques régulièrement, quoi. Ah bah, tu me prends de court par rapport à une des questions que j'avais anticipées. C'est comment est-ce que parce qu'autant, par exemple, j'imagine sur un blog post où tu peux directement échanger avec quelqu'un dans une section commentaire. Dans ton cas, comme c'est sur un podcast, comment est-ce que tu récupères les attentes de tes audiences? Et la question qui était liée et que tu as lancée, c'est est-ce que tu t'adaptes ou est-ce que tu fais ce que toi, tu as envie de faire? Euh, Alors, j'essaie de faire ce que j'ai envie de faire. Il y a notamment certains sujets. Tu vois, moi, par exemple, j'ai deux sujets, deux marottes qui sont des sujets, moi, qui me tiennent à cœur, qui sont tout ce qui regroupe, on va dire, le Green IT, de manière assez globale, avec tout ce que ça englobe, et tout ce qui est la notion d'égalité, d'inclusivité, de représentativité dans le monde de la tech. Ça, c'est des sujets qui, pour moi, sont importants. Je reçois parfois sur certains épisodes ou certains extraits des commentaires de gens qui sont pas forcément en phase avec ça. Ça, moi, c'est des commentaires que j'ignore complètement. Enfin, pour moi, si t'es pas en phase avec ça, que t'es coupé en podcast, ça me dérange pas. En revanche, oui, quand je sens qu'il y a, une fois, j'ai un Discord qui est disponible, mon Twitter est ouvert, je suis dispo sur LinkedIn aussi, donc il y a quand même des gens qui régulièrement font des feedbacks. Euh, je les écoute, j'y prête attention et j'adapte aussi en conséquence. Je le vois bien que parfois les gens trouvent qu'il y a des sujets
voilà, que ça manque effectivement un petit peu de technique ou qu'on n'est pas assez rentré dans le vif du sujet. Bon, bah, du coup, j'essaie de corriger à mesure que j'avance. Euh, mais j'ai la chance d'avoir une communauté qui est quand même assez bienveillante et j'ai assez rarement des critiques ou des remarques. Non, c'est cool, bah, c'est important de choper du feedback et notamment de s'adapter, hein. Euh, Tu parlais tout à l'heure de tes variations en termes d'audience, le fait que tu avais des fois des sujets un peu high level qui te généraient en fait une baisse et que tu avais des sujets techniques qui te permettaient un petit peu de remonter l'audience que tu avais. Est-ce que tu as eu ça maintenant, c'est bien parce que tu l'as identifié et que tu arrives du coup, je pense, à le gérer pour avoir un truc relativement stable. Euh, Est-ce que par exemple, la première fois que tu as eu ça, tu as été surpris ou est-ce que tu as déjà eu potentiellement des grosses pertes d'audience à un moment donné? Comment est-ce que tu as réagi? Et enfin, est-ce que ça t'a affecté ou est-ce que tu as juste continué Alors déjà, c'est pas forcément que les sujets high level sont moins écoutés, mais c'est que si j'en fais trop d'affilée, il y a un moment, tu vois, les gens se disent, OK, en fait, il a arrêté de faire de la tech, c'est plus intéressant. Les gens sont quand même viennent à écouter mon podcast avant tout pour parler détail. Donc j'essaie d'être vigilant là-dessus pour pas avoir trop à la suite des sujets un peu trop high level. Sur les baisses d'audience, alors déjà ce qu'il faut savoir c'est que le monde du podcast est quand même un monde assez particulier. Quand tu publies du contenu sur un YouTube, bah, tu connais le nombre de vues que tu as sur ta vidéo et tu connais aussi le nombre de personnes qui sont allées, qui ont regardé 1 heure, 1 heure et demie, qui sont allées jusqu'au bout. Enfin, tu vois, tu as des stats qui sont quand même assez complètes, tu sais d'où ils viennent, tu as des stats sur leur âge, leur genre, donc tu as plein d'infos qui sont disponibles. Le podcast, ce qu'il faut savoir, c'est que en fait, on met à dispo un flux RSS qui contient un lien vers des fichiers MP3. Et ce flux RSS, il est absorbé par Apple, il est absorbé par Spotify, Podcast Addict. Alors, à l'époque, Google Podcast, mais c'est plus le cas, et ça a fermé, mais tu vois, tous ces players. Et donc, en fait, euh, t'as le, tu maîtrises pas le comportement du player. Et donc, euh, la seule info que tu as, c'est qu'un fichier a été téléchargé. Et quand ton fichier a été téléchargé, toi, tu peux pas savoir s'il a été écouté, tu peux pas savoir à quel point il a été écouté, tu peux pas savoir combien de fois il a été écouté, et aussi, tu n'es pas à l'abri, en fait, que tu as un player qui va télécharger le fichier pour son audience, et qui après met le fichier que lui il a mis en cache à dispo de tout le monde. Donc tu n'es pas à l'abri en plus d'avoir aussi un fichier qui a été lu peut-être par 5, 10, 15, 200 personnes. Donc tu as des sites qui sont quand même pas hyper fiables. Donc on parle de téléchargement plus que d'écoute en tant que telle. Donc ça c'est une spécificité, c'est qu'on n'a pas une plateforme. Contrairement à YouTube, en fait tu es sur une plateforme, donc tu vois, il maîtrise un peu l'audience. Et bah là, depuis quelques mois dans le monde du podcast, on connaît une chute d'audience qui est quand même assez significative qui est dû au simple fait que Apple a désactivé le téléchargement automatique des épisodes sur sa plateforme. C'est tout con, mais en fait, quelqu'un qui s'abonnait à un podcast sur Apple Podcast, il a activé le téléchargement automatique, bah, même s'il n'écoutait pas ton épisode, à chaque fois que tu as un épisode qui sortait, il était téléchargé automatiquement, et toi, ça te comptait un téléchargement. Aujourd'hui, si tu n'écoutes pas un épisode, je crois que c'est 3 semaines d'affilée, ou enfin, tu n'écoutes pas un podcast à 3 épisodes d'affilée, l'application Apple Podcast arrête de télécharger automatiquement les nouveaux épisodes. Alors, ça peut paraître anodin, tu vois, comme changement, mais Apple Podcast, c'est la plateforme de podcast la plus utilisée aujourd'hui, devant Spotify, qui pourtant est quand même aussi un très gros acteur. Et du coup, la majorité des podcasts enregistrent une baisse d'audience entre moins 20 à moins 30% d'audience par mois. C'est énorme, tu vois, comme creux. Alors c'est aussi un ajustement qui est nécessaire, hein, je pense, à l'industrie, parce que du coup, pour les annonceurs, ils ont des stats qui sont un peu plus fiables qu'avant. Mais ça, du coup, c'est la grosse perte d'audience qu'on a en ce moment, qui est un petit peu difficile parce que tu as aussi une prise de conscience de te dire, ah bah tiens, en fait, je pensais que j'avais 40 000 écoutes. Bah en fait, non, j'en ai que 30 000. J'avais pas 40 000 personnes qui m'écoutaient avant. C'était des écoutes fantômes, quoi. Donc Mais bon, ça fait partie du jeu, quoi. Oui, c'est un petit peu une règle qui s'applique à tout le monde au final. C'est ça. C'est pas lié à toi, le fonctionnement de ce segment-là qui est tel quel, quoi. Exactement. Ouais. Mais du Ok. coup, non, moi, j'ai jamais connu de baisse particulière.
J'ai même connu une croissance assez forte au début, qui est au final grandement due à mon côté développeur. Puisqu'en fait, normalement, le podcast, ce qu'on appelle, c'est une industrie de besogneux, en fait. C'est-à-dire que il faut que tu sortes un épisode. Si tu as choisi de sortir un épisode par semaine, il faut vraiment que toutes les semaines, tu sortes un épisode. Avec la difficulté qui est que les premières semaines, en fait, personne t'écoute à part tes parents et ton ou ta partenaire. Donc forcément, tu fais peu d'écoute et en fait, personne t'écoute. Et en fait, moi, je suis développeur. Et donc, forcément, j'ai développé un truc pour aller chercher des gens. Et donc, en fait, dans les premiers mois, je m'étais créé une petite intelligence artificielle, en fait, qui allait analyser le compte Twitter de mes followers, qui allait récupérer leurs followers à eux et ainsi de suite, tu vois, qui papillonnait comme ça de proche en proche, qui analysait du coup la bio, le lieu géographique et les derniers tweets publiés. Et en fait, j'ai un petit réseau de neurones qui analysait est-ce que la personne est francophone, est-ce que c'est un dev et sur quelle techno il bosse. Et si c'était le cas, je lui shootais un DM en lui disant, bah tiens, j'ai créé un podcast qui parle de dev, ça peut t'intéresser. Et puis j'ai cru comprendre que tu bosses sur telle techno. Voilà un épisode qui parle de la techno sur laquelle tu bosses. Et donc j'avais un bot comme ça qui shootait 240 DM par jour, parce que c'était la limite autorisée. Euh, et du coup, ça m'a permis d'avoir un pic d'audience. Et voilà, donc on a Pin effectivement qui dit c'est pour ça que j'ai reçu un MP un jour dans le On chat. a une victime dans le chat. Voilà, effectivement, tu as reçu un jour un DM qui était du coup complètement un robot qui a décrété que tu étais un dev et qui s'est dit, bah tiens, ça peut t'intéresser. Et ça m'a permis d'avoir une grosse croissance en fait assez rapidement, là où d'autres podcasts mettent beaucoup plus de temps à générer du truc. Alors après, c'était un petit réseau de neurones créé avec mes petites mains, c'était vraiment artisanal et c'était pas ouf. Et surtout, j'avais pas implémenté un système de correction en fait dans l'apprentissage. Et donc, en fait, mon bot, à un moment, s'est emballé. Et en fait, je crois qu'il y a eu un problème de compréhension. Et à un moment, il a commencé à considérer que des gens qui étaient à Saint-Pétersbourg étaient dans le scope de devs francophones. Et du coup, j'ai commencé à envoyer plein de messages à des devs russes qui me répondaient, ben, moi, je parle pas français, donc ça m'intéresse pas. Et j'avoue que j'ai pas eu le courage de corriger tout ça. Donc, j'ai juste shut down mon bot à ce moment-là. Mais ça m'a permis, en fait, de passer très vite à un peu plus de 1000 abonnés. Et donc après, les choses se sont faites de manière naturelle, quoi. Ouais, après, je pense que maintenant, tu n'as plus réellement besoin de ce bot-là. C'était bien en catalyseur au départ pour Mm. générer un petit peu Ouais. de momentum, mais ça va. Par curiosité, est-ce que tu te souviens quelle était la première fois que tu as eu un gros bump d'audience, si c'était lié à un épisode en particulier ou à un guest en particulier? Euh, Alors, ce qui est marrant, c'est que il y a cette recherche, effectivement, on s'est dit, on va inviter des gens qui sont très suivis, qui ont beaucoup de followers, et ça va générer un gros pic d'audience. Alors, je dirais pas qui, parce que ça ne se fait pas, mais j'ai reçu quelqu'un qui était très connu sur les réseaux et qui m'a fait un épisode, somme toute correct, mais pas ouf, et vraiment, flatline en termes d'évolution d'audience. Et à l'inverse, j'ai reçu quelques temps après quelqu'un qui était moins suivi et qui m'a fait une explosion en fait d'audience. Et ça m'a permis aussi de voir qu'il y avait une différence en fait entre ces deux influenceurs. C'est que le premier était une personne qui répondait très peu à ses abonnés, en fait, qui publiait beaucoup de choses, mais qui engageait très peu avec les gens. Là où la deuxième personne était une personne qui répondait beaucoup plus, qui engageait beaucoup plus avec les gens. Et du coup, dès qu'il publie un truc, les gens interagissent avec, les gens vont voir, les gens vont participer. Et pour le coup, lui, je peux le dire, hein, c'est Quentin Radin, que depuis, je reçois chaque année son podcast. Quentin Radin, qui est le fondateur de Clever Cloud, qui est donc une boîte française qui fait de l'hébergement virtualisé, euh, que je reçois du coup maintenant chaque année pour faire un peu le bilan de l'année. C'était un hasard, la première fois que je l'ai reçu, c'était en janvier 2020, je crois. Et l'épisode a très bien marché. Et du coup, depuis chaque année, fin décembre, début janvier, je reçois Quentin et on se fait une discussion d'environ 1 heure et demie, 2 heures. On fait le bilan de ce qui s'est passé dans la tech l'année écoulée. Et, euh, et Quentin est un type génial, hyper sympa, déjà, il faut le dire.
mais aussi très très brillant. Et du coup, un jour, il m'a invité sur le podcast de Clever Cloud. Alors, Clever Cloud, c'est une petite boîte, ils sont 60 ou 80, je crois, aujourd'hui. Euh, Toutes les personnes de Clever Cloud que j'ai reçues ont un niveau technique, mais qui est vraiment impressionnant. C'est-à-dire que tous les invités que j'ai reçus de Clever Cloud, c'est à chaque fois de très bons épisodes. Et donc, ils ont un podcast qui s'appelle Message à caractère informatique, qui est un super podcast que je vous recommande aussi. Et ils m'ont invité un jour dans leur podcast, et j'ai réalisé en fait que je le dis en toute honnêteté, hein, j'étais pas à ma place. C'est-à-dire que euh, à peu de choses près, leur podcast fait passer mon podcast pour un podcast de vulgarisation de Lego, tu vois, peut-être même de Duplo. C'est-à-dire qu'ils sont à un niveau technique qui est quand même beaucoup plus élevé que moi. J'ai senti ce jour-là, en étant invité chez eux, que j'étais pas au niveau, quoi. Après, on trouve toujours Il y a plus toujours meilleur que soi, expérimenté. bien Il y a évidemment. toujours, voilà, faut vraiment laisser l'ego de côté. Et c'est un truc qu'on apprend Exactement. vite, en fait, en grandissant. Hein. J'ai une petite dernière question qui est vraiment liée au podcast avant qu'on passe peut-être à une partie un peu plus technique. Euh, comment est-ce que tu choisis tes invités? Comment est-ce que tu choisis les sujets? Est-ce que tu pars dans l'idée de tiens, j'aimerais bien parler de ça et je vais chercher quelqu'un qui parle de ça et qui serait pertinent? Ou est-ce que quelqu'un te tape à l'œil et tu dis ah bah tiens, lui, je vais l'inviter, lui ou elle, pardon, Mm. je vais l'inviter et on va faire un truc. C'est quoi ton process? Bah, j'ai un peu trois types d'épisodes. Déjà aujourd'hui, j'ai la chance d'avoir des entreprises, que ce soit des agences de relations presse ou des entreprises en direct qui me contactent en me disant on aimerait bien passer chez vous, est-ce que ça vous dit? Donc déjà, ça me permet du coup d'avoir un flux entrant d'épisodes. Euh, il y a dans un deuxième temps, parfois, bah, je vois passer effectivement des profils, des gens soit sur LinkedIn, soit sur différents Slack, dans différentes communautés dans lesquelles je suis, où je vois passer des messages, des présentations, des idées, où je me dis, tiens, cette personne a l'air plutôt cool, plutôt sympa, et du coup, je propose de venir. Et puis après, il y a effectivement le troisième cas que tu évoquais, c'est que parfois j'ai envie de parler d'une techno, j'ai envie de parler d'un sujet, je me dis, tiens, il y a ça qui est intéressant, et je vais aller chercher un ou une experte sur le sujet. Euh, et puis, eh ben, je propose du coup à cette personne-là de venir et de parler du sujet directement. Mais Ah, aujourd'hui, je c'est- dirais que peut-être que 20%, non, peut-être moins, peut-être ouais, 10-15% des épisodes, c'est des gens qui viennent à moi pour me proposer un sujet. La majorité aujourd'hui, ça reste quand même moi qui vais chercher les gens pour faire un sujet. alors, on a une question justement dans le chat, notamment sur ce flux entrant dont tu viens de parler. Euh, les entreprises notamment qui te contactent dans ce sens-là, est-ce que c'est pour faire de la pub pour leur techno? Est-ce que c'est pour vendre des services? Est-ce que c'est pour recruter? C'est pour de la visibilité? C'est quoi le endgame Mm. derrière une société qui vient te chercher? Alors, il y en a qui veulent passer effectivement pour se faire de la pub. Parce qu'ils proposent une solution à destination des devs. Et là, quand c'est le cas, c'est clairement écrit parce qu'en fait, je leur dis si vous voulez faire de la pub auprès de mon audience, bah, en fait, c'est payant. Si tu veux faire de la pub, bah, tu payes ton truc. J'ai pas de souci avec ça, mais c'est payant. Et c'est clairement écrit que c'est un épisode sponsorisé en partenariat avec, par exemple, là, tu vois, c'est la deuxième année consécutive où je suis en partenariat avec Ready for It, qui est un salon qui se tient à Monaco, qui est à destination des DSI, CTO et autres autour des sujets de la cybersécurité. Bon, bah, tu vois, ils font à peu près 5 épisodes sponsorisés. Ils m'invitent sur leur salon. Je fais un épisode sur scène aussi. Bon, bah, là, c'est clairement écrit que c'est un partenariat, c'est sponsorisé. Il y en a parfois, c'est effectivement pour faire un peu de visibilité parce qu'ils ont une techno qui est intéressante, mais qui est pas forte. Ils viennent pas forcément adresser l'audience du podcast. Ils viennent mettre en avant la techno qu'ils utilisent et c'est aussi un moyen de le faire. Donc là, du coup, bah, tu peux pas forcément, euh, tu vois, comme ils cherchent pas à adresser mon audience, mais en revanche, ils veulent quand même utiliser le contenu qu'on va générer pour eux. Donc c'est pas vraiment sponsorisé dans ces cas-là. Euh, et après, le cas de recrutement, c'est un truc que j'aimerais bien développer, cette notion de permettre à des gens de promouvoir leur marque employeur.
Euh, L'inconvénient que j'ai, c'est qu'aujourd'hui, la majorité des gens qui veulent promouvoir ce concept de marque employeur sur le podcast, pour essayer de recruter des devs, c'est majoritairement des ESN. Les ESN n'ont pas forcément bonne presse auprès des développeurs. Et je sais que si je commence à faire un peu trop d'épisodes sponsorisés par des ESN, les gens vont me dire, ouais, en fait, t'es un peu vendu, quoi. Donc aujourd'hui, moi, je refuse. Toutes les ESN qui viennent me voir pour me proposer de faire un épisode sponsorisé, je leur dis que ça correspond pas à ma ligne éditoriale. Ouais, je pense qu'après, maintenant, le fait que tu aies des... T'as quand même ton audience qui est un petit peu ancrée. Mm. Tes 30 000 ou 40 000 auditeurs, ils sont là, tu sais qu'ils seront là au prochain épisode. Tu as aussi un petit peu un devoir envers eux de bah, je fais des podcasts pour vous. Je pense qu'après, il faut... Ça peut être difficile de s'éloigner de cette ligne-là. Euh, Complètement. Alors après, j'ai une histoire marrante. Alors je ne donnerai pas le nom de la marque, mais j'ai eu une fois une marque qui a voulu me proposer de faire ce qu'on appelle un host read, donc c'est un message en début d'épisode promotionnel. C'était une marque de boisson énergisante, énergétique. Euh, et alors, soit ça me dérange pas, parce que ça, qu'il y a beaucoup de devs qui consomment ce genre de boisson de manière assez régulière pour tenir les nuits de dev qui ça nous arrive de faire. Mais le problème, c'est que c'était une marque qui était inconnue et que la boisson était vraiment dégueulasse. Et ça, du coup, je pouvais pas éthiquement promouvoir un truc qui était vraiment pas bon. C'est-à-dire que c'était vraiment dégueulasse. Euh, et donc, du coup, c'est un partenariat qu'on n'a pas concrétisé, quoi. ouais, c'est marrant. Alors, du coup, pour aller un peu plus sur du côté un peu technique, tu as parlé tout à l'heure en fait, du fait que tu avais toute une automatisation avec notamment du no-code au podcast. Est-ce que tu peux nous en parler un petit peu? Et toi, quelle est ton approche vis-à-vis du no-code? Je sais qu'il y a toujours un peu une friction entre dev et no-code pour dire ah non, le développement, ça doit être un développeur qui développe, on va pas piquer mon travail, blablabla. C'est quoi ton point de vue par rapport à ça? Est-ce que tu vois vraiment une opposition ou est-ce que tu vois juste ça comme un outil supplémentaire? Et puis après, voilà, si tu peux nous parler un petit peu plus Ouais. de ce que tu fais avec. Alors déjà, je pense que ce qui est intéressant, c'est de voir un peu ma découverte de ce monde-là et de ces sujets-là. Euh, En fait, quand je suis arrivé directeur des opérations chez Cosa Vostra, donc c'était il y a 3 ans, un peu plus que ça. Euh, Quand je suis arrivé, au bout d'un moment, il y a Laurent, qui est donc le CEO de Cosa Vostra, qui me dit j'ai un scénario sur Integromat qui rencontre quelques difficultés, il y a quelques bugs, est-ce que tu pourrais le corriger? Ma première réaction, c'était de lui dire, écoute, t'es sympa mon coco, mais moi je suis dev, donc tes trucs de no code, là, ça m'intéresse pas, c'est un problème, tu t'en occupes. Et au bout d'un moment, il m'a dit, écoute, t'es sympa mon coco, mais t'es directeur des opérations, c'est ton taf, donc est-ce que tu peux corriger quand même ce scénario? Et donc je suis allé jeter un œil sur ce scénario, que j'ai corrigé assez rapidement, mais surtout en fait assez vite, je me suis dit, mais en fait c'est assez ouf ce qu'on peut faire assez facilement. J'ai vu qu'il y avait plein de trucs qui existaient, il y avait plein de modules de connexion à différentes API qui étaient disponibles. Et donc, je me suis dit, bah tiens, j'ai commencé à me faire un premier truc autour de mon podcast qui était de créer automatiquement un doc de préparation, enfin un Google Doc. Quand quelqu'un prend rendez-vous avec moi pour préparer un enregistrement, ça me crée automatiquement le document et le répertoire dans mon Drive. Et puis, c'est comme ça que j'ai mis le pied dedans, en fait. Et puis, petit à petit, à mesure que je me dis, tiens, peut-être que je pourrais essayer de faire ça, petit à petit, j'ai automatisé en fait vraiment toute la chaîne de production du podcast euh, qui me permettent aujourd'hui, à peu de choses près, sur ce podcast, je ne fais que parler avec des gens et parfois j'appuie sur enregistrer pour enregistrer la conversation et tout le reste, ça se fait vraiment tout seul. Donc ça me permet du coup d'avoir une facilité de production d'épisodes euh, qui d'ailleurs m'a amené en fait à avoir trop d'épisodes en stock. Parce qu'en fait, avant, je ne diffusais qu'un épisode par semaine. Et maintenant, en fait, j'ai un petit algorithme qui, en fonction de la taille de ma file d'attente, va choisir ce qu'il diffuse quand il diffuse, donc quitte à faire parfois plus d'épisodes par semaine. Donc j'ai régulièrement des semaines avec 3 épisodes publiés. Au lieu de deux, j'ai pu créer des nouveaux formats d'épisodes. Enfin bref, ça m'a permis de faire énormément de choses, quoi. Alors, on a une question qui vient de pop.
Est-ce qu'on peut faire du refactoring de nos codes? Oui. Oui, on peut faire du refactoring de nos codes. Alors ça reste quand même des outils, enfin c'est pas forcément nouveau parce que ça fait 10 ans que ces outils sont là, donc c'est des technos qui commencent quand même à avoir de l'expérience, mais c'est des technos qui ont mis du temps à intégrer des pratiques que nous en tant que dev on a régulièrement. Et par exemple, il y a un inconvénient que tu as aujourd'hui dans la majorité des trucs de nos codes, c'est que tu peux pas avoir un scénario qui est en cours, qui est en prod, sur lequel tu vas faire du taf et que tu vas mettre en prod un peu plus tard. C'est-à-dire que une fois que tu as enregistré tes modifs, bah, elles sont en prod en fait. Il n'y a pas cette notion de, t'as pas de staging tout simplement dans un environnement no code. Alors s'il y a du versionning, c'est-à-dire que tu peux revenir à un ancien scénario, euh, mais c'est sur un scénario. Tu peux pas dire tiens, tu vois, tu peux pas, toi, ton versionning, tu es capable de revenir plusieurs versions en arrière et reprendre enfin, toutes tes branches. Enfin, tu vois, tu peux réussir à faire tes choses de manière un peu plus fine ou un peu plus globale. Aujourd'hui, si tu veux revenir à tous tes scénarios tels qu'ils étaient il y a 6 mois, ça peut prendre du temps et ça peut être fastidieux. Effectivement, il n'y a pas de système de branche. Il y a quelques solutions qui commencent à le proposer sur les forfaits les plus premium destinés aux entreprises où ils ont cette notion de branche, de staging et compagnie, mais c'est pas accessible de base, on va dire. Euh, de même, tu as les notions de tes variables d'environnement. Pareil, ça c'est disponible que sur les versions entreprises. Donc, toi, ils ont un ensemble de pratiques qui commencent à intégrer, mais qui sont encore réservées quand même aux clients qui vont payer le plus. Est-ce que c'est pas un peu frustrant de, entre guillemets, perdre ces choses-là qui sont considérées comme des acquis quand tu es un développeur? Hein, on parlait de branches, de versionning, de ce genre de choses, où tu sais que c'est partie intégrante de ton quotidien. Euh, je pense que quand tu vois le no-code, tu vois ce que tu peux en faire et tu vois l'output que ça peut te générer, le temps que ça peut te faire gagner avec l'automation. Mais est-ce que c'est pas frustrant de te dire, ah, ça devrait être là normalement, je devrais pas avoir à galérer comme ça juste parce que j'ai pas tel truc ou tel truc. Ça me fait penser à plein de choses. C'est intéressant comme question, hein. Euh, alors oui, c'est frustrant, mais alors déjà cette frustration, faut pas oublier on devrait la connaître régulièrement en tant que dev. C'est que quand tu vas te tacler à une nouvelle techno ou à un nouvel environnement, bah, tu as cette frustration en fait où du jour au lendemain, tu es beaucoup moins productif parce qu'en fait, sur ton ancien projet, tu pouvais créer un nouvel environnement, une nouvelle page, une nouvelle feature en claquant des doigts parce que tu étais habitué, ça ronronnait. Puis dès que tu changes de techno ou d'environnement, bah, d'un coup, tu sais même plus faire un Hello World, tu es comme un con et tu fais plein d'erreurs. Donc cette frustration, on a quand même l'habitude aussi de se dire, faut que j'apprenne des choses et je saurais faire des choses différemment. Après, c'est aussi sur ces outils-là, euh, c'est aussi une prise de conscience de se dire, bah en fait, je vais pas faire en no-code les choses que je ferais avec mon Node, mon Symfony ou mon Swift, parce qu'en fait, c'est pas destiné à la même chose. C'est-à-dire que c'est pas la même dimension de projet de manière très 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 claire. Euh, donc, dès que tu te dis, bah là, tu vois, parce que ce côté, c'est important pour moi cette mécanique de branche, de pouvoir avoir cette notion de staging et compagnie, c'est le moment où tu commences à te dire, en fait, même potentiellement, j'aurais même envie de dire que quand ces sujets-là apparaissent, normalement, tu t'es déjà dit avant, là, le no-code est plus utilisable pour mon projet. Tu as un niveau d'industrialisation, tu as un niveau de complexité de ton projet qui fait que le no-code ne répond déjà plus à ta demande, en fait. Tu vois ce que je veux dire? Euh, Parce que tu vois, as plein de trucs. Euh, Faire du test et du debug sur du no-code, c'est très compliqué. Enfin, c'est pas très compliqué, mais c'est pas aussi facile que tu le fais dans du dev. Rejouer une instruction où tu as eu une erreur, c'est assez casse-pied dans le monde du no-code. Alors que dans le monde du dev, ton app, tu la relances, tu refais tes actions et c'est reparti. Dans le monde du no-code, c'est pas aussi simple que ça. Analyser une trace en no-code, c'est casse-pied. Donc, quand ces sujets commencent à arriver de manière récurrente, bah, c'est là où tu commences à te dire, en fait, je vais faire une app à l'ancienne, on pourrait dire, avec ma techno de prédilection. Donc, j'ai envie de dire que ces sujets de versionning, de staging, en général,
tu es déjà passé à autre chose quand le sujet arrive. Ouais, ça se tient. C'est vrai que ce côté frustration de réapprendre, notamment de perdre certains acquis quand tu changes de stack ou que tu vas apprendre quelque chose de nouveau, c'est vrai que c'est toujours la partie un peu douloureuse. Ouais. Du coup, est-ce que tu pourrais nous montrer un petit peu ce que tu as en no-code? Après, sans montrer quoi que ce soit de privé ou de choses que tu n'aurais pas forcément envie, c'est juste pour voir un petit peu bah, à l'échelle de ton podcast ce que ça représente. Ouais. Il y a rien effectivement de privé. Alors, je peux vous partager déjà juste vite fait. J'avais fait il y a quelque temps un Miro qui permet de voir un peu les différents process. Je pense que vous voyez. Ouais, c'est bon, vous devez voir. Euh, donc, Ouais, c'est bon. ça, en fait, c'est l'ensemble des étapes de production d'un épisode de podcast, on va dire, qui vont de la préparation de l'épisode jusqu'à la publication sur les différentes plateformes et les différents messages qui sont associés sur les réseaux sociaux. Donc, il y a quand même beaucoup de travail. En gros, là, sur cette vision globale, tout ce qui est en bleu aujourd'hui, c'est des choses qui sont automatisées. Tout ce qui est en blanc, c'est des choses que je dois encore faire manuellement, en sachant qu'il y a peut-être des choses qui ont changé depuis que j'ai créé ce truc-là. Donc, il se peut qu'il y ait des choses en blanc qui sont aujourd'hui en bleu. Euh, En gros, tu as toute la partie de préparation où aujourd'hui, en fait, moi, je envoie un message à quelqu'un en disant ça te dirait de faire un épisode et je mets un lien Calendly où la personne peut prendre un rendez-vous dans mon agenda. Et du coup, toute la préparation ce doc de préparation dont je parlais tout à l'heure, qui est un Google Doc, pré-créer le répertoire dans mon Google Drive. Donc tout ça, ça se crée tout seul. Et du coup, ça me permet d'avoir dans mon agenda le jour J un doc qui est déjà prêt, où j'ai déjà les infos de la personne, les coordonnées pour l'appeler facilement, les suggestions d'épisodes qui sont associées. Euh, et ça me permet du coup de faire mon call, de d'écrire ce que la personne me dit pendant le call, et après je clique sur un bouton et ça va lui partager automatiquement le document. Et ça va lui partager aussi un autre lien Calendly pour qu'il puisse réserver son créneau d'enregistrement. Et après, en fait, moi j'ai aussi pour ceux qui n'écoutent pas le podcast, ou même pour ceux qui écoutent le podcast mais qui ne le sauraient pas, moi aujourd'hui j'ai trois formats d'épisodes sur le podcast. Il y a ce que j'appelle les épisodes sources, qui est en fait la conversation dans son intégralité que j'ai eue avec mon invité. Il y a l'épisode compilé, où en gros le principe c'est que je fais le résumé d'un épisode passé avec un invité futur. Et il y a ce que j'appelle le refactoring, où en fait quelqu'un qui est venu il y a 3 ans sur le podcast va revenir pour nous raconter un peu ce qui a changé en 3 ans depuis. Tu vois, l'invitation du refactoring, ça se fait automatiquement. Donc, tous les jours, j'ai un petit scénario qui va voir s'il y a quelqu'un qui est venu il y a 3 ans et qui lui envoie un message en disant, bah tiens, ça te dirait, on se fait un refactoring. Et le concept de compiler, en fait, j'attribue un épisode passé à un invité qui est en cours de préparation. Et du coup, il reçoit automatiquement le lien aussi vers l'épisode qu'il doit enregistrer. Euh, et si jamais il réserve pas son créneau d'enregistrement, c'est ce qu'on a ici, on a un petit scénario de relance par email où du coup, ça pense à lui envoyer un message en disant, bah, tiens, t'as toujours pas réservé ton créneau. Est-ce que ça te dirait du coup de venir, est-ce que ça te dit toujours, tiens, je te remets le lien vers le truc, vers le doc de préparation si tu as besoin et compagnie. Et donc, tu vois, donc, toute cette mécanique, mine de rien, toute cette charge mentale de dire, bah tiens, il faut que je reçoive un tel, ah, tiens, j'ai appelé machin, mais il n'a pas encore répondu, il faut que je le relance et tout, tout ça, ça se fait tout seul. J'ai pas besoin de le faire, donc ça me permet aussi d'avoir un taux d'échec, on va dire, qui est beaucoup plus faible. Et du coup, ça me permet après de préparer l'enregistrement. Hop. Et ça me permet de préparer un conducteur. Alors, je peux vous montrer vite fait à quoi ça ressemble, le conducteur. Hop, conducteur, ça ressemble à ça. En fait, moi, quand j'enregistre, donc si je prends par exemple l'épisode que je vais enregistrer de souvenir demain, elle est où? Tac. J'ai un document là, qu'est-ce que ça en fait, c'est un truc Airtable, ça se crée tout seul. Où du coup je vois demain j'enregistre l'épisode 263 avec Marie qui va faire le compilé de l'épisode 259 où j'ai reçu Christophe, on parlait de ça. Donc là je prépare mon intro, donc ça c'est un des rares trucs que je fais à la main, que j'écris à l'intro, que j'écris à la main. Et en fait là j'ai une extraction des points qu'on a vus dans le doc de préparation qui sont extraits automatiquement et qui sont ajoutés ici.
Et du coup, bah, quand j'ai évoqué le sujet, je peux le marquer comme fait et du coup, il disparaît de ma liste. Donc ça, j'ai ça sous les yeux pendant que j'enregistre le truc. Je peux ajouter des questions si jamais j'ai une question qui me vient à un moment et que je ne veux pas oublier. Et je peux aussi noter des timestamps de l'épisode qui me serviront après pour générer des extraits vidéo dans l'épisode. À chaque épisode, je demande à mes invités s'ils sont plutôt espace ou tabulation. Ben, je note du coup ici la réponse qui me permet d'avoir des stats sur l'usage entre les tabulations et l'espace. Ici, j'ai un petit scénario en fait qui va récupérer toutes les mentions qu'il y a eu, donc les commentaires qui sont laissés sur Apple Podcast, Podcast Addict et je ne sais plus quelle autre plateforme, les mentions qui peuvent être sur Twitter, sur LinkedIn. Tous les gens qui mentionnent en fait le podcast sont ajoutés ici. Et du coup, bah, je peux leur faire une mention spéciale pendant un épisode. Et là, du coup, j'ai mon planning d'enregistrement. Et du coup, à la fin d'un live, je peux dire, bah voilà, le prochain live, ce sera mercredi 13 où on parlera de remote desktop avec Gwenaël. Donc, rejoignez-nous à midi et compagnie. Donc, tout ça, ça me permet en fait d'avoir ça sous les yeux pendant que je fais mon épisode. Et tout ça, c'est créé automatiquement. Donc, moi, j'ai rien de particulier à faire. Je me présente le jour de l'épisode, le jour de l'enregistrement, un peu les mains dans les poches. Faire juste mon truc tranquillement. Alors, je te Et coupe vite fait, il y a une question qui est arrivée dans le chat, notamment, je ah, pense, c'est au moment où on a vu en fait un listing de ces différents épisodes. Est-ce que tu as eu des épisodes qui ont été annulés et ou jamais été diffusés? euh, alors non, tous mes épisodes enregistrés ont été diffusés. Ça m'est déjà arrivé, alors très rarement, mais ça m'est arrivé, je crois, de souvenir 2 fois, de faire une préparation avec une personne et de dire finalement on fera pas l'épisode. Soit parce que la personne au final se sentait pas de le faire, parce que c'est pas le bon moment ou autre, soit parce que je sentais que vraiment ça allait être trop compliqué de sortir quelque chose d'intéressant parce que la personne est vraiment trop, enfin, et pas dans le partage et pas dans la communication et que du coup ça allait être trop compliqué de sortir un truc. Donc ça m'est arrivé que 2 fois de faire une préparation et seulement de ne pas faire d'épisode derrière. Et au final, ça représente pas beaucoup compte tenu de du nombre total d'épisodes que tu as fait. Au final, je pense que tu as quand même un bon ratio par rapport à ça. Ouais, carrément, ouais, carrément. Euh, Autre question qui est arrivée aussi dans le chat, et celle-là, elle est extrêmement importante. Les gens veulent savoir, tabulation ou espace? C'est quoi tes stats? alors, déjà, le débat est pas forcément tranché. On est grosso modo à 60-40. Alors, on n'est pas très nombreux dans le chat. D'après vous, c'est 60% plutôt pour les espaces ou pour les tabulations? Moi, je Je vais me serais curieux. prononcer à voix haute, mais je suppose que vu la façon dont tu l'annonces, on va forcément aller sur 60% d'espace. Ce qui serait la news un peu choquante de mon point de vue. Euh, Parce que pour toi, ce serait choquant que ce soit plutôt l'espace. moi, je suis team table jusqu'à la mort, hein. Donc, Mm. Non, on est quand même aujourd'hui à 60% de tabulation. ah, bonne nouvelle. Euh, mais en fait, alors, ce qui est rigolo, c'est que je crois que c'est à l'épisode 35 où je faisais un épisode sur l'accessibilité. Donc c'est quand même arrivé assez tôt dans la production du podcast où l'invité m'a expliqué qu'en fait la tabulation c'est le choix à faire si tu as des personnes en situation de handicap dans ton équipe de dev, notamment des gens qui sont en situation de handicap visuel, parce que la tabulation c'est ce qu'il y a de mieux pour leurs interpréteurs enfin les IDE que eux utilisent, qu'on s'adapte mieux à la tabulation qu'à l'espace. Donc, ça a un peu plié le game, c'est-à-dire que si tu as le respect, on va dire, des personnes en situation de handicap, il faut choisir plutôt la tabulation que l'espace. Mais je continue malgré tout à poser la question. Et pour répondre à Andro Nari, moi je suis plutôt de tabulation aussi qu'espace. Là, c'est vrai que ce que tu nous as expliqué, je m'attendais vraiment pas à ce que ça soit l'accessibilité qui vienne trancher, ou du moins mettre une fin, entre guillemets, au Mm. débat là-dessus. C'est quand même un point de vue, ça montre encore une fois que l'accessibilité, on n'y est pas préparé, on n'est pas entraîné à y penser en Mm. amont. Bah, surtout que quand tu parles accessibilité à des devs, la majorité vont penser en fait à l'accessibilité sur le front pour que tes utilisateurs en situation de handicap puissent utiliser le site. Mais on pense quasiment jamais
à l'accessibilité, au fait que tu peux avoir des devs dans l'équipe qui sont en situation de handicap et ça nécessite bah, parfois de l'adaptation de la manière dont tu produis du code. Ça, c'est des choses auxquelles on pense assez peu. Euh, donc, voilà, donc je vous ai montré le conducteur. Donc moi, une fois que ça s'est fait, je récupère mes fichiers audio et vidéo, je les mets sur mon Google Drive et ils sont pris en charge automatiquement par mes scénarios, donc toute la partie post-prod, qui vont générer automatiquement du coup le fichier final qui va être mis, enfin qui va être publié après avec l'épisode. J'ai un petit robot qui va aller récupérer, enfin un petit scénario plutôt qui va récupérer toutes les questions posées sur l'épisode et les différents points évoqués, qui va les passer dans les API d'OpenAI, donc en gros ChatGPT, pour générer automatiquement une description. Il y a un article en fait associé à l'épisode. Article qui est du coup que je peux relire. Une fois que je l'ai relu, je clique sur un bouton et il est partagé automatiquement à l'invité. L'invité reçoit du coup lui un petit formulaire qu'il va remplir où il va indiquer les différents réseaux sociaux sur lesquels il veut qu'on le tag sur les différents extraits qui seront faits. Il va nous donner sa photo. La photo sera utilisée automatiquement pour générer la vignette, la cover de l'épisode et l'image qui sera publiée sur le site. Il fait ses corrections sur l'article et l'article il est pris automatiquement après par un autre scénario qui va aller du coup après le publier sur les différentes plateformes de podcast, sur le site, le blog du podcast. Donc il va publier comme ça tout ça. Et tout ça après ça va être utilisé aussi pour générer automatiquement des publications. Alors on est où des publications? Alors je suis passé un peu vite. Des publications sur Twitter, LinkedIn, Facebook, Instagram et compagnie. Donc, toute la génération de texte, je la relis, mais elle s'est créée automatiquement par mes différents scénarios. Donc là, tu as l'application AudioMin, ça c'est mon hébergeur de trucs. Alors, je suis plus sur WordPress maintenant, je suis passé sur Webflow, euh, qui est du coup, en fait, c'est ce qui héberge le blog, on va dire, du site, du podcast. Donc, ça crée la miniature, pardon, pour YouTube. Ça publie la vidéo sur YouTube aussi de manière automatique. Euh, En fonction, donc ça, c'est ce que j'avais mis ici. Là, j'ai mon petit scénario, en fait, qui va regarder le lundi, le mercredi et le vendredi les épisodes à publier. Donc, le vendredi, je publie les compilés. Le mercredi, je publie les épisodes sources. Et le lundi, je publie normalement les refactorés. Sauf si j'ai plus de 5 épisodes sources ou plus de 5 compilés en stock, il va publier un épisode source ou un compilé. Donc tout ça, ça se fait tout seul. Moi, j'ai rien à faire. Ça publie les épisodes, ça me prépare automatiquement du coup les différents posts sur les différents réseaux sociaux. Et du coup, tout ça, ça se fait tout seul. Et quand l'épisode est en ligne, ça envoie un mail à l'invité en lui disant, bah tiens, l'épisode qu'on a fait est en ligne, avec un petit lien en lui disant, bah tiens, clique ici et tu vas le partager facilement sur LinkedIn ou sur Twitter. Et ça publie sur le Discord du podcast aussi. Et donc voilà. Et donc pendant un moment, j'avais même créé un petit truc. Alors j'ai désactivé parce que ça sert à rien. Mais pendant un moment, j'avais un petit scénario qui allait créer un NFT associé à l'épisode. Et l'idée, c'était de permettre à des gens qui le souhaitaient d'acheter le NFT d'un épisode qu'ils ont bien aimé et de participer du coup au financement du podcast par ce biais-là. Mais en fait, les NFT, tout le monde s'en fout. Et donc, personne ne les a achetés. Donc, j'ai dû en créer une vingtaine, je crois, avant d'arrêter le truc. Nouveau débat dans le chat, NFT pour ou contre. C'était intéressant en tout cas de creuser ces sujets de blockchain, de création de NFT et compagnie. C'était sympa à faire. Après, ouais, l'expérience a montré que le, le- l'intérêt est assez réduit. Donc voilà un peu pour les différents trucs. Alors il y a aussi la notion des sponsoring. Je vous l'ai évoqué tout à l'heure, on a cette notion de host read dans le podcast. Si vous écoutez le podcast en ce moment, il y a Shopify qui sponsorise les écoutes en ce moment. Et donc ça, pareil, moi j'ai des scénarios qui vont automatiquement aller mettre à jour la description de tous les épisodes sur toutes les plateformes pour ajouter un lien vers le sponsor qui va ajouter automatiquement le fichier audio comme il faut. Enfin bref, c'est des petits trucs où pareil, moi j'ai rien à faire. Et donc, quand on regarde ce flow-là aujourd'hui,
on voit déjà que c'est très bleu, en sachant quand tu as même dit qu'il y a certaines tâches blocs blancs qui sont actuellement bleus et qui ont été automatisées. Euh, Est-ce que tu as encore des points que tu dois faire manuellement qui sont encore un peu painful à faire manuellement et que tu envisages d'automatiser? Ou est-ce que tu penses que tu es sur quelque chose de quand même bien mature et qui va rester dans cet état pendant les X temps à venir? Euh, bah, aujourd'hui, le truc que j'aimerais bien automatiser, ce serait la partie promotion, on va dire, pour réussir à aller récupérer de nouveaux auditeurs ou auditrices du podcast. Ou ça, aujourd'hui, je n'ai pas encore craqué le truc euh, pour faire quelque chose d'efficace. Il y a juste ce point-là. Après, sur tout le reste, vraiment, moi, aujourd'hui, tout ce que je fais, vraiment, c'est j'identifie des gens que j'ai envie de recevoir sur le podcast. Je passe 30 minutes avec eux au téléphone pour préparer l'enregistrement. Je les reçois après, je prépare mon intro. Ça, je me vois pas l'automatiser. Les IA génératives n'ont pas encore réussi à faire un truc suffisamment quali du premier coup. J'enregistre l'épisode, juste je discute avec la personne en appuyant sur enregistrer. Après, tout le reste, ça se fait tout seul. Ça me génère un article, ça me génère des posts sur les réseaux que j'ai juste à relire. J'ai assez peu à corriger en vrai aujourd'hui. Donc, je vois pas aujourd'hui ce que je pourrais encore plus automatiser, quoi. Bon, ce qui est plutôt bon signe au final. Oui, ce qui est plutôt bon signe, ouais, et puis tu vois, quand je parle avec d'autres podcasteurs, ça me permet les gens me disent, mais en fait, t'as que la partie sympa de la création de contenu. En fait, tu ne fais que discuter avec des gens. Tout le reste qui parasite vachement les autres créateurs de contenu, c'est des choses que moi je n'ai pas. Et en fait, les seuls autres créateurs de contenu qui n'ont pas cette charge-là, c'est des gens qui ont des équipes de prod. Et une équipe de prod, ben, on peut dire ce qu'on veut. Enfin, si tu commences à payer des gens, ça coûte cher de payer des gens, quoi qu'il arrive. Moi, aujourd'hui, tout ça, ça me coûte, tu vois, entre les différents services que j'utilise, entre les trucs d'automatisation, Airtable, et les différentes API que j'utilise à droite à gauche, ça me coûte à peu près 300 euros par mois, on va dire, en tout. On est très loin du salaire d'un producteur ou d'une productrice de podcast. Donc, c'est quand même hyper rentable, quoi. C'est exactement ce que je me disais tout à l'heure quand t'as fait un petit peu tout ça. Je me disais justement que tu avais gardé le fun pour toi et que tu avais réussi à Mm. automatiser toutes les tâches qui étaient un peu chronophages et surtout qui n'étaient pas intéressantes, quoi. Ouais, c'est ça. Donc Mm. c'est vraiment super, hein. Mais tu vois, ce qui est rigolo, c'est que donc moi, je fais partie d'un label qui s'appelle Orthomedia, qui est un label de podcasteurs, qui m'a demandé un jour de faire une démo en fait de tout ce que j'avais à tous les créateurs de contenu qui étaient dans le label. Tous, toutes et tous m'ont dit, ton truc c'est génial, on veut la même chose. Alors moi, tu me dis ça, je dis, bah ouais, écoute, Banco, on y va. Je vous facture tous une petite presta de quelques jours et je vous crée la même chose, quoi. J'ai reçu du coup quelques podcasteurs et podcastrices à cette occasion-là. Et à chaque fois, je leur dis, OK, bah, raconte-moi un peu comment ça se passe, ta production d'épisodes. Et en fait, c'est là où tu vois que nous, en tant que dev, on a quand même une approche différente des choses. C'est que quand je leur explique que si tu veux automatiser les choses, il faut que tu aies un process, en fait. Il faut que tu aies une façon de faire et il faut pas en sortir. Il faut que tu aies faut que tu une structure de l'information. Il faut que tu aies quelque chose de structuré, en fait. Parce que tu peux pas automatiser un truc qui est constitué que de cas particuliers. Et ça, tous m'ont dit, ah mais non, je peux pas, tu comprends, parfois mes épisodes c'est comme ça, et puis parfois c'est comme ça, et puis parfois je sais pas, je dis, ouais, mais du coup, moi je peux rien automatiser en fait. Si c'est parfois comme ça et parfois pas comme ça, c'est pas automatisable quoi. Ah, c'est dommage, mais j'aimerais qu'on puisse. Oui, on peut pas en fait. Si d'entrée, bah, tu vois, moi ça me paraît aberrant de me dire qu'il y a des créateurs de contenu qui doivent créer un épisode chaque semaine, ils ont même pas un tableau Excel de la liste de leurs épisodes, tu vois, c'est vraiment géré, tout est fait de tête, quoi. Mais c'est la charge mentale que ça représente, ça me paraît inconcevable, quoi. Et c'est là où tu vois que nous, en tant que dev, on a quand même une approche très carrée, très systémique, très algorithmique des choses, quoi. Ouais, mais ça, c'est marrant c'est marrant que tu le remontes parce que c'est vrai que bah, nous c'est ancré. C'est comme ça qu'on a appris à faire les choses, qu'on a appris à créer des algos. À chaque fois que que je t'entends dire, par exemple, ah oui, mais des fois c'est comme ça, des fois c'est comme ça, moi dans ma tête, je pense if else et ça va pas. Hmm. C'est Ça ça. scale pas bien du tout. Et au final, nous, ce qui se passe, c'est on prévoit ou on pense le système comme ça, mais day one.
depuis Mm. le début. Et les Complètement, exceptions, elles viennent après. Il ne faut pas retourner un petit peu ce système-là. Mais comme quoi, ouais, le mindset de dev, ça sert à quelque chose, hein. complètement. Du coup, juste vite fait, parce que j'ai vu que tu as dit que tu disais qu'on arrive à la fin. Je peux vous montrer un peu pour ceux qui se demandent à quoi ça ressemble une automatisation classique. Tiens, si on prend celle-là au hasard. Donc ça, c'est un scénario typique sur Mac. En fait, vraiment, ce que tu fais, c'est de l'agencement d'API, en fait. Donc tu vois que donc là, au point d'entrée, donc là, on a un déclencheur de webhook qui va récupérer une info sur Airtable. Là, du coup, tu as les entrées conditionnelles. Les trucs isolés, en fait, c'est de la création ou du traitement de variables. Donc là, de nouveau, on fait des mises à jour sur Airtable. Là, c'est un Google Doc qui va être du coup analysé. Ça, c'est des regex, à peu de choses près, qui vont du coup analyser en fait le Google Doc pour en sortir quelque chose. Et ça va créer d'autres éléments dans Airtable. Donc tu vois, c'est vraiment juste de l'agencement d'API, hein. C'est euh, pas forcément hyper complexe et compagnie. Donc ça te montre aussi un peu comment dire, pas forcément la notion de limite, mais en tout cas ce que tu peux faire ou ne pas faire avec un outil comme Make, qui te permet en fait d'agréger un ensemble de choses et de synchroniser les informations à droite à gauche. Tu vas pas forcément créer une application iOS avec un Make ou un Airtable. Tu peux faire des choses, mais ce sera pas. Mais voilà, en gros, pour montrer à quoi ça ressemble. Et donc, en fait, quand tu ouvres un scénario, bah, tu vois, en fait, c'est vraiment, tu tapes aucune ligne de code, hein. Tu choisis. Enfin, c'est vraiment un moyen pardon, un moyen d'adresser une API et d'interagir avec des API. Donc, tu vois, tu peux réutiliser en fait des résultats d'autres. Tu vois, je sais pas si vous voyez, mais quand je passe ici là sur le 16, je vois la petite bulle à côté qui s'agite pour montrer qu'en fait là, ce que j'utilise, c'est le résultat de la bulle d'avant. Donc voilà, de manière assez simple. Et donc aujourd'hui, moi j'ai pas mal de scénarios qui tournent, hein, puisque j'ai juste la partie production, là tu vois, j'ai 12 scénarios. Tu vois, j'ai pas mal tu vois, j'ai éclaté un petit peu les choses. Je crois qu'en tout, j'ai un peu plus de 80 scénarios qui tournent pour gérer le podcast au quotidien, quoi. Voilà, en gros, pour la partie automatisation. Merci de nous avoir partagé ça. En tout cas, c'était vraiment. Enfin, c'est marrant de voir que on parle au début, on démarre avec j'ai automatisé mon podcast et que derrière, tu vois qu'il y a 80 workflows différents. Ouais. Mais ça représente une. Enfin, moi, je vois toujours ça comme un investissement. Étant donné que c'est automatisé, c'est un truc que tu fais une fois ou que tu modifies un petit peu après, mais après, tu capitalises sur ce que tu as déjà fait. Alors, ça a été quand même un travail de longue haleine. Tu vois, là, effectivement, j'ai à peu près 80 scénarios qui tournent. Euh, il y a eu quand même énormément de refactoring. Il y a eu beaucoup de petits pas qui ont été faits à droite à gauche. Tu vois, une des erreurs que j'ai faites au début, un jour, j'ai été fier. Je me suis dit, ouais, j'ai un scénario avec 100 modules. J'avais dépassé ça avec 100 modules. Donc, j'avais un scénario avec plein de traits dans tous les sens, tu vois, plein de trucs conditionnels. J'avais une espèce de, ouais, j'ai fait un truc. J'ai fait un gros scénario qui est hyper complexe, c'est cool. Sauf qu'en fait, tu réalises que dans un environnement no-code, bah, il suffit que tu aies une erreur sur un des 100 modules, et en fait, bah, tu as tout qui capote, tout le reste derrière n'est pas exécuté, et si tu veux réexécuter ton truc, tu peux pas lui dire tu reprends à partir du module qui a échoué, tu es obligé de reprendre du début. Donc en fait, il faut que tu annules les actions menées par tous les modules qui ont fonctionné avant, pour pouvoir re-runner ton truc et qu'il te refasse l'ensemble. En te disant, en ayant en plus le risque de te dire, je sais pas, imagine, tu as tes 100 modules qui s'imbriquent, tu as une erreur au 30e module. Donc il faut que tu annules les 29 actions précédentes, tu re-runs ton truc, et puis là, d'un coup, paf, tu as une erreur au 50e module. Donc il faut que tu. Parce que tu vois, tu peux pas détecter une erreur tant que tu n'es pas arrivé dans le module. Donc c'est une tannée. Donc ce jour-là, je me suis dit, OK, en fait, et j'ai commencé du coup à éclater mes scénarios. Donc aujourd'hui, j'ai 80 scénarios qui tournent, mais parce qu'en fait, j'ai une limite psychologique à 20 modules par scénario. Dès que je commence à avoir un module avec trop de scénarios,
Je l'éclate entre plusieurs petits scénarios. Un peu une approche microservice au final, avec des scénarios qui s'appellent les uns les autres. Donc c'est un peu exactement. Le qui, ça s'applique aussi en no-code. Euh, mais tu vois, c'est une nécessité parce qu'en fait, dans l'environnement de no-code, bah, si tu fais des trucs trop complexes, c'est impossible à maintenir. Dès que tu as un problème, dès que tu as un truc, ça te prend un temps fou en fait. Euh, donc j'ai 80 scénarios parce qu'en fait j'ai vraiment rendu de manière très unitaire j'ai des scénarios qui ont que 3 modules. Après, je pense que dans ta mesure, alors peut-être que je me trompe, mais tu avais quand même quelque chose qui était relativement sous contrôle dans la mesure où ça t'est arrivé peut-être quelques fois. Mais pour moi, ça fait partie de la phase d'apprentissage. C'est comme ça Mm. que tu apprends les choses et que tu apprends justement Complètement. après à ne plus faire ça. Et j'imagine que dans ton cas, tu n'as pas eu non plus de conséquences qui étaient totalement désastreuses vis-à-vis du podcast. Je pense que tu étais sur un scope qui était relativement contrôlé. Donc au final, Mm. c'est plutôt une bonne chose. Et Ouais, complètement. vaut mieux avoir ces problèmes-là peut-être dans ton podcast, toi, plutôt que d'avoir ça en prod chez un client avec une... Voilà. J'ai tendance à le voir comme ça. Ouais, non, c'est entièrement le cas. Non, bah super. Alors, je vois qu'on est un peu en overtime. Bon, après, on pas vraiment de time box extrêmement rigide. Donc, si vous avez encore des questions dans le chat, n'hésitez pas. Est-ce qu'il y a encore des choses que tu voulais ajouter de ton côté, Bruno? Des choses dont tu voulais absolument parler? Absolument parler. Non, non, moi j'étais ravi de cette discussion et de cet échange. Si vous partagez comme moi une envie de découvrir plein de sujets et de techno, le podcast est dispo si vous en avez envie. Je suis aussi preneur d'idées d'épisodes sur des sujets divers et variés. Voilà, moi, j'ai soif d'apprendre plein de trucs. On fait un métier qui est formidable. Je pense que c'est impossible de tout savoir. Même pas je le pense, je suis certain que c'est impossible de tout savoir dans notre métier. Encore plus d'être expert partout. Mais j'ai envie d'en découvrir plein. Donc si vous avez des trucs un peu obscurs, des technos un peu étranges, un peu obsolètes, je suis preneur des idées d'épisodes, quoi. Et est-ce que c'est le moment où tu peux faire un peu ton auto-promo? Est-ce que tu as des choses à teaser pour les gens? Est-ce que tu as des épisodes dont tu es fier qui vont arriver? Ou est-ce que tu as un truc de ton côté qui va se passer bientôt? Bah voilà. Si tu veux prendre quelques minutes pour faire un peu montrer ou expliquer ce qui va arriver dans les prochaines semaines ou prochains mois, bah vas-y, hein. Je suis en train de travailler sur un projet de conférence, faire du coup une rencontre physique, toujours dans cette approche du podcast avec quelque chose de très pratique. Donc, je ne veux pas faire une conférence où tu viens et tu t'assois dans une chaise pendant une journée et tu écoutes des gens parler sur une scène. Je te demande vraiment d'organiser un truc avec des petits ateliers où tu viens et tu apprends des trucs. Donc, je suis en train d'essayer d'organiser ça. J'aimerais que ça passe en septembre. Même si plus le temps passe, plus je me dis que ce ne sera pas possible en septembre. Mais voilà, c'est un truc sur lequel je bosse. Si ça vous botte, n'hésitez pas à me le dire. Si vous avez envie de participer à ce projet-là, pareil, n'hésitez pas à me le dire. Donc ça, c'est le gros truc. Après, sur les épisodes qui arrivent, euh, j'ai pas mal d'épisodes un peu techniques que j'ai fait en ce moment. Et ça me fait super plaisir. Donc il y a effectivement l'épisode de Kubernetes qui est sorti il y a pas longtemps. Là, j'ai enregistré un épisode sur le GraphQL euh, demain, qui va être aussi sympa. J'ai un épisode qui se prépare. C'est le truc que j'aime bien faire. On va parler d'email. Parce qu'en fait, pour moi, l'email, ça fait partie de. C'est une évidence, en fait, l'email. Tu vois, tout le monde se dit, bah ouais, l'email, voilà, ça a été créé en 81, on sait, ça marche. Mais en fait, c'est vraiment creuser comment ça marche. C'est quoi un peu toutes les nuances techniques d'acheminement d'un email, comment est-ce qu'on peut l'utiliser et compagnie. Tu vois, j'aime bien ce truc de se dire, OK, on va creuser un peu le sujet. Je pense que ça vous est sûrement arrivé dans l'entretien d'avoir un ou une recruteuse qui vous demande qu'est-ce qui se passe quand je fais une recherche sur Google, qu'est-ce qui se passe si je clique sur un nouvel onglet, tu vois, qui veulent voir un peu la connaissance globale que tu as de tout ce qui se passe sur le réseau. Et ben là, c'est exactement ça, en fait. Si on te demande qu'est-ce qui se passe quand j'envoie un email, bah là, l'idée, c'est de faire un épisode qui répond à cette question de la manière la plus exhaustive possible, quoi. Bon, bah, c'est cool. Alors, bah, écoutez, pour tous les participants, gardez bien un œil sur le podcast et notamment bah, sur le blog, hein, sur le site d'IFTDD qu'on a partagé un peu plus tôt. Bah, de mon côté, merci beaucoup d'être venu, encore une fois.
Alors, C'était vraiment cool de te recevoir. De mon côté, je trouve que ton retour d'expérience est vraiment super intéressant, notamment de voir comment tu as été capable de porter ce podcast-là et d'en faire ce qu'il est aujourd'hui. Je pense que nous, on a peut-être quelques petites leçons à en prendre au niveau du meet-up, donc on va faire le nécessaire. Euh, j'ai lancé en parallèle le tirage au sort au niveau de la licence JetBrains qu'on va donner. Le regagnant est Pin, je sais pas. Félicitations. Pense à m'envoyer un message sur LinkedIn un peu plus tard et je peux t'as gagné une licence d'un an sur JetBrains. Voilà, c'est cadeau. Donc merci à tous en tout cas d'être venus aujourd'hui. Euh, Merci encore Bruno, merci pour tout. Bah, je vous dis à bientôt. De mémoire, on a oui, dans une semaine exactement, on recevra Philippe Bourgo pour un workshop sur l'aïkido. Je vous en dis pas plus, vous verrez bien. Mais venez nombreux, ça va être cool. Et voilà. Merci beaucoup, puis à bientôt alors. Et encore merci Bruno. merci à tous. À bientôt.